Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs et abonnés de Yélévision, bienvenue dans votre émission Vendredi Savant, comme nous l'avons si bien dit. Vendredi Savant, c'est une émission qui donne la parole aux élites, aux intellectuels, aux personnes qui sont à mesure de décrypter ou d'analyser une situation. Ce soir, nous sommes retrouvés à la CID dans le restaurant, plus précisément à table. C'est un restaurant alors qui est proche de la Radisson. Je vous conseille de venir visiter alors ce magnifique restaurant. Pour revenir un peu dans notre émission, nous avons aussi dit derrière temps sur les réseaux sociaux, il y a eu tellement de mots, de critiques ou encore des propositions par rapport au départ d'un frère, d'un religieux, d'un entrepreneur. Il s'appelle tout simplement Kuye Diakité, il est imam, comme nous l'avons si bien dit, il est aussi entrepreneur. Il avait des rêves, des projets et aussi de l'énergie. Mais il a fini par croire que ses rêves n'ont plus leur place ici. Et il n'est pas seul, tout comme beaucoup de nos jeunes. Alors, Kuye, il s'est senti abandonné, fatigué de lutter dans un pays qui ne lui offrait plus d'issue. Kuye a finalement fait un choix. Traverser ou sombrer. Ce soir, avec un invité spécial, nous allons pas pour juger, mais nous allons essayer de revenir sur l'histoire de Kuye. Dans cette longue, brillante et captivante péripétie dans laquelle nous allons vous embarquer, c'est avec, comme nous l'avons si bien dit, un plaisir que nous accueillons un invité spécial. Donc, on va lui donner le temps de se présenter. Mon frère, bonsoir. Bonsoir Aïdara, j'espère que tu vas bien. Alhamdulillah, Dieu merci. Ça va, Dieu merci. Nous sommes, comme on appelle, en face de notre public, en face des abonnés de télévision. Pouvez-vous vraiment vous présenter à nos aimables abonnés? D'accord, en tout cas, merci beaucoup et je salue tous les téléspectateurs de Yélévision. Et je te remercie également, Aïdara, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à travers ton émission que j'apprécie énormément. Voilà, donc moi c'est Adama Ndiaye. Bon, je me définirais comme une personne à multiples casquettes. Bon, donc surtout je suis là en tant que citoyen malien et simple observateur. Voilà. Alors, comme il a si bien dit, un simple malien, un observateur. Alors, c'est pas un anodin que nous avons choisi vraiment Adama, parce que nous avons vu aussi la publication de Adama sur la page Facebook concernant le départ de Kuye. Alors nous avons jugé nécessaire de le rapprocher et voir qu'est-ce qu'on peut conseiller, alors qu'est-ce qu'on peut dire à la jeunesse malienne. C'est dans ce cadre-là nous sommes là ce soir. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, merci. Mon frère Adama, alors aujourd'hui, nous sommes informés que Kuye est bien arrivé en Espagne, Dieu merci. Alors nous voulons savoir pourquoi Kuye a-t-il préféré affronter la mer que le système. En tout cas, merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer sur le sujet. Voilà, et je ne perds pas de vue justement que toi et moi on se connaît déjà, tu m'as contacté juste après ma publication. Oui. Voilà, une publication que je me suis vu dans l'obligation justement de faire parce que je me suis senti interpellé par le cas de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un que j'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a quelque temps. Et voilà, donc je me suis senti un peu interpellé pour ça, par sa publication dans la mesure où ça concernait, elle était adressée à ses abonnés dont je fais partie. Voilà, donc cela m'a tiqué et je me suis senti obligé de réagir. Voilà, et déjà, je le dis d'ores et déjà, je ne me juge pas. Je ne me juge pas, on est tous des êtres humains et puis on connaît tous les difficultés aussi vécues par les Maliens actuellement. Voilà, donc tout comme vous, j'ai découvert sur les réseaux sociaux, en tant que un de ses abonnés, des gens qui le suivent, sa publication, et cela m'a tiqué et j'ai découvert en même temps que vous qu'il parlait de son intention vraiment de partir en Méditerranée. Oui. Voilà, donc ça aurait été une autre personne, peut-être je n'aurais pas réagi, mais pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je considère comme une personnalité publique, quelqu'un qui a
qui a un certain potentiel, il faut le dire, et vraiment qui œuvre pour une cause plus que noble, à savoir la promotion même de l'islam. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié chez lui. Donc je me suis senti dans l'obligation de faire cette publication, non pas pour le juger, mais pour exprimer mon ressenti, parce que je me suis dit qu'il y a plusieurs personnes aussi qui le suivent aussi, donc je trouvais normal justement de m'exprimer. Donc il a évoqué des raisons qui sont vraiment valables parce que pour justifier justement son départ. Voilà, donc en ce qui concerne les conditions précaires dans lesquelles il vit, les problèmes, les épreuves qu'il a eu à subir et qu'il continue à subir aussi. Et donc c'est quelque chose pour lequel on ne le juge pas parce que vraiment c'est pas du tout facile pour un père de famille vraiment de voir sa femme et ses enfants qui comptent sur lui l'attendent alors que lui il est vraiment impuissant malgré tous les efforts qu'il a eu à faire. Voilà, donc c'est quelqu'un, bien avant cette publication, c'est quelqu'un que j'appréciais et que j'apprécie toujours, je dirais. Voilà, donc ça nous permet aussi de voir aussi que un homme reste un être humain, quel que soit son niveau de foi et de science. On reste avec l'homme demeure l'homme avec ses défauts et ses insuffisances. Voilà, donc il a évoqué certaines raisons que je trouve vraiment valables pour justifier vraiment un départ qui fait réfléchir, on peut dire. Voilà, donc par rapport à, surtout lorsqu'il s'agit de s'aventurer de façon pratiquement irrégulière en mer Méditerranée. Voilà, donc c'est ça. Alors, en tout cas, encore pour la deuxième question, et nous voudrions vraiment savoir avec vous, Adama, alors, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui notre jeunesse à arriver d'ailleurs, alors plutôt que de croire ici? Bon, moi, à mon humble avis, cette réflexion que j'ai eu à mener, justement en méditant sur sa publication, et en ne perdant pas de vue justement certains éléments d'information en ce qui concerne les dangers, les conséquences de la migration. D'un point de vue personnel, j'ai recensé quelques facteurs. Voilà, donc je peux me tromper, mais j'ai recensé quelques facteurs qui sont surtout à la base même de ce que vous avez dit, ce qui pousse par exemple la jeunesse à rêver d'ailleurs plutôt que de croire ici. Et ces facteurs-là, d'abord, premièrement, moi, je pense surtout au manque d'emploi. Au manque d'emploi qui revient aussi au manque de perspectives. Il y a également le manque de perspectives. Souvent, nul n'est censé ignorer le problème de chômage qui s'est vu au Mali depuis un bon moment et qui ne fait que s'accentuer normalement, notamment depuis le Covid jusqu'à maintenant. Et puis aussi, il y a la crise énergétique, la crise sécuritaire aussi. Il y a tous ces problèmes-là aussi qui ont occasionné justement le manque d'emploi, le manque de perspectives. Voilà. Donc, il y a ce côté-là. Mais moi, je pense aussi, par rapport aux jeunes aussi, à l'ambition démesurée. Il est normal d'être ambitieux, il est même conseillé d'être ambitieux, mais lorsque ça devient démesuré, ça fait que, à force de vouloir regarder trop haut, on oublie un peu d'où on vient, quoi. On oublie un peu certaines réalités auxquelles on est confronté. Je donne un exemple, quelqu'un qui est là, qui ne fait rien et qui pense déjà à devenir multimilliardaire, alors qu'il n'a rien comme ça, et il veut forcément devenir multimilliardaire du jour au lendemain, sans vraiment franchir les étapes, sans être résilient, sans être patient. Et ce type d'ambition démesurée là aussi, c'est ce qui pousse aussi les jeunes aussi à rêver ailleurs que de croire ici. Parce que ils se disent que pour devenir riche, super riche, tout ça, il faut forcément que j'aille en Europe et à partir d'un certain moment, je vais devenir comme ci, comme ça. Alors que ça trouve qu'ils n'ont même pas souvent certains moyens pour subvenir à leurs propres besoins. Donc c'est un rêve pratiquement impossible. Difficile, mais pas impossible. Donc, l'ambition démesurée, lorsqu'il atteint un certain niveau, c'est ce que ça pousse aussi les jeunes à ne même plus vouloir rester en Afrique. Donc, il y a, en plus du manque d'emploi, du manque de perspectives,
Personnellement, je pense qu'il y a l'ambition démesurée aussi, mais il y a aussi l'illusion. L'illusion aussi, souvent c'est dû c'est une conséquence justement de l'ambition démesurée. Les illusions que les gens se font à tort ou à raison. Parce que, à tort, pourquoi? Parce qu'il y a tu peux voir par exemple quelqu'un dans une grande voiture, dans des belles voitures, tout ça, sans savoir vraiment comment est-ce qu'ils ont eu cet argent. On n'est pas appelé à envier les gens. Et donc c'est ce type d'illusion aussi que certaines personnes les font miroiter aussi, qui les poussent vraiment à scruter ailleurs, à vouloir scruter ailleurs. Donc, et ça, c'est le fait de se faire des illusions à tort. Mais à raison aussi, c'est quoi? À raison aussi, c'est par rapport aux réalisations. Bon, ça, ce ne sont pas des illusions, c'est une réalité aussi. C'est-à-dire que le fait d'être aveuglé, et là, je le compte aussi sur les facteurs, je le mets au compte aussi des facteurs aussi qui favorisent, pour lesquels les jeunes voient loin, plutôt que rêvent ailleurs, voilà, ici, parce que ça, c'est une réalité par rapport aux réalisations des acteurs de la diaspora au Mali. Nul n'est censé ignorer ce que la diaspora fait au Mali. Vous voyez, par exemple, vous pouvez vous promener ici même à l'ACE ou bien dans certains quartiers chics, vous voyez des grandes maisons et quand vous vous renseignez, on vous dit que c'est les gens de la diaspora qui ont construit. Et ça aussi, ça pousse aussi certains jeunes aussi directement à croire que vraiment l'Eldorado même c'est là-bas. C'est l'Europe. Voilà. Donc il y a ce côté-là aussi. Quand les jeunes aussi voient aussi, ils se mettent coûte que coûte que la solution c'est là-bas. Ouais. Donc il y a ce facteur-là aussi, et ça c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait normal. Bon, il y a la frustration aussi au niveau de la société. Ça c'est très important parce que je le dis sans risque de me tromper parce qu'en réalité, j'ai vu beaucoup même de cas. J'ai entendu beaucoup de cas et je sais que les Maliens ont entendu beaucoup de cas. Quand je parle de frustration, je parle surtout du comportement de notre entourage. Malheureusement, nous, de notre famille. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait rien, on a tendance à lui coller une étiquette. Oui. Souvent, en disant que, par exemple, un tel ne fout rien, tout ça. Alors, c'est pas tous ceux qui sont désœuvrés, qui sont dans une situation où ça, ils ne veulent rien faire, non. Non, donc il y a ce côté-là. Et donc, l'image que la société leur envoie provoque une certaine frustration qui les pousse vraiment à quitter et à penser directement à l'Europe. Voilà pourquoi il y en a qui se disent que mieux vaut mourir sur la mer. Non, mieux vaut mourir en partant, que ce soit sur la mer en partant, que de mourir assis. Oui. Il y en a qui ont cette philosophie-là ancrée dans leur esprit. Donc, tout ça, c'est la frustration. Et il y a certaines personnes, même au sein de leur famille, lorsqu'on sent que c'est des gens qui sont en chômage ou bien qui ne peuvent pas apporter d'argent, on leur colle une étiquette aussi pour les traiter de va-nu-pieds, etc., de vauriens, etc. Donc, ce type de frustration-là aussi encourage à contribuer aussi à pousser les jeunes aussi à penser directement à l'extérieur, non ici. Parce qu'ils veulent non seulement aller à l'extérieur, ils se disent que même si je vais souffrir là-bas, le fait que ce que moi-même ma famille est en train de me faire subir ici, ça me fait déjà mal. Oui. Donc, ils veulent non seulement réussir, mais être même loin de cette famille, fuir cette frustration-là. Oui. Donc, il y a le côté frustration aussi que je regarde, mais il y a aussi l'ignorance. Et moi, je dirais que l'ignorance, c'est le grand problème. L'ignorance, c'est le grand problème dans la mesure où l'ignorance, il y a le manque d'information et de sensibilisation dont souffre vraiment une bonne partie de la jeunesse. Par rapport à quoi? Par rapport au danger de la migration irrégulière. Les dangers, les méfaits, les conséquences de la migration irrégulière. Parce que si les gens savent aujourd'hui que pour ceux qui vont en mer, par exemple, aujourd'hui, je crois que c'est de 2014 à 2021, je crois, je ne me rappelle plus trop exactement là. Il y a eu des milliers de morts ont été recensés dans la mer. Il y a certains qui sont même portés disparus. Oui, même pas plus tard que dans cette même semaine, c'est-à-dire un bateau a coulé sur la mer, donc à peu près 25 personnes sont décédées. Voilà, par exemple. Et en réalité, ça ne finit pas. Oui. Pour ceux qui sont censés, pour ceux qui sensibilisent, qui sont censés sensibiliser, qui ont les éléments d'information pour sensibiliser les jeunes là, ils savent vraiment que il est vraiment nécessaire d'informer les jeunes par rapport à ça. Il faut que les gens soient sûrs que quand ils vont ici, c'est très risqué. Voilà. Donc voilà pourquoi quand je parle d'ignorance, je situe à ce niveau, mais pas qu'à ce niveau seulement. Il y a aussi l'ignorance aussi d'autres choses aussi. C'est-à-dire, ça rejoint le dernier facteur que je vais mentionner,
c'est l'ignorance même des ressources. L'ignorance même des ressources. Bon, pas quand je dis l'ignorance, les jeunes ne savent pas qu'en Afrique ou encore au Mali ici, nous avons des ressources ou bien il s'agit maintenant de... Oui, en fait, je vais parler surtout de mauvaises perceptions des secteurs d'activité qui sont même au Mali. Oui. Voilà, quand je parle, parce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont très enrichissants. Quand vous regardez aussi aujourd'hui au Mali, là, parmi ceux qui sont très, très riches, il n'y a pas que, il y a beaucoup de gens qui ont commencé, qui sont dans des références dans l'entrepreneuriat. Oui, oui. Et lorsque tu regardes les parcours, ils sont passés par vraiment des chemins assez difficiles. Mais là, lorsque je parle de certains secteurs, je parle surtout des secteurs prometteurs comme l'agriculture, comme l'élevage, la pisciculture, etc. Et c'est des choses qui sont vraiment importantes parce que je me dis que aujourd'hui, avec les ressources que le Mali a, aujourd'hui, c'est différents cadeaux que Dieu nous a donnés, dont il a privé certains. Là, je parle des ressources minières, des ressources naturelles que nous avons, de la terre que nous avons, du soleil que nous avons, tout ça. Et les jeunes font... Moi, je me dis que les jeunes sont souvent aveugles face à tout ça, alors que c'est des choses qui peuvent être vraiment exploitées pour vraiment rendre vraiment les jeunes vraiment autosuffisants. Déjà, Justement, est-ce que, certes, souvent, il y a beaucoup de jeunes qui sont peut-être aveuglés par par cette illusion maintenant qu'on vendit de l'Europe, c'est-à-dire, mais est-ce que, en réalité, d'une part aussi, pas pour accuser, mais est-ce qu'il n'y a pas un manque d'information, manque de communication aussi qui fait que voilà, la jeunesse s'adonne à cette pratique-là aussi? Justement, c'est ce que je veux dire. Ce manque de communication, ce manque d'information-là, c'est vraiment, forcément, ça a cet impact négatif, ça contribue aussi à cet impact négatif-là. Parce que je suis sûr que si les jeunes sont vraiment situés, s'ils sont vraiment édifiés sur vraiment l'importance des ressources qu'on a à notre niveau, beaucoup seront, au lieu de penser à aller à l'extérieur, ils seront plus focalisés sur la formation pour pouvoir vraiment exploiter tout ce qu'il y a comme ressources ici. Voilà pourquoi ce dernier point, je parlais aussi d'ignorance aussi, c'est également à ce niveau aussi. Voilà. Alors, merci. Alors, vous êtes dans l'émission Vendredi Savant. Comme nous l'avons aussi bien dit, l'objectif de cette émission, ce n'est pas de critiquer, mais plutôt alors d'informer et aussi de proposer. Donc c'est pourquoi nous jugeons chaque semaine alors d'avoir avec nous un intellectuel, un analyste ou encore et comme on appelle une personne déjà éveillée pour nous parler de la situation actuelle du pays ou encore de la situation que la jeunesse traverse. C'est dans ce contexte-là, nous avons avec nous notre frère, notre camarade, alors, qui a vu la publication depuis sur l'Internet concernant son départ à travers la Méditerranée. Alors aujourd'hui, comme déjà il a si bien dit, et nous avons aussi parlé justement de ce qui pousse la jeunesse à entreprendre cette aventure vraiment, on va dire, désastreuse. Alors, mais après tout ça, est-ce que à qui la faute, si je me permets? Bon, moi, je dirais que les responsabilités sont partagées. Mais moi, ce que j'accuse en tout premier lieu, ça va peut-être étonner certains, c'est surtout les jeunes même. Les jeunes même pour les raisons que j'ai citées, les différents facteurs que j'ai cités. Parce que... Bien vrai qu'ils ne sont pas orientés. D'abord, c'est ces jeunes-là, dans un premier temps, qu'on acquise. Oui, parce que déjà, moi, je me dis que quoi qu'il en soit déjà, en tant qu'un jeune, se doit être vraiment ambitieux et de tout faire pour se donner les moyens qui sont à son niveau, justement, de se forger déjà un certain état d'esprit. Voilà. Et par rapport à ça, c'est de se former, de s'informer, constamment, et puis d'arrêter de rêver trop haut. Il est normal d'être ambitieux, mais lorsque ça devient démesuré, ça devient un problème. Voilà, donc il y a ce côté, il faut surtout que vraiment les jeunes aient la tête vraiment froide et qu'ils soient vraiment assez lucides. Voilà, donc il y a eux que je regarde, il y a la famille, comme je vous ai dit, j'ai parlé de frustration, il y a la société aussi, voilà, comme je parle de frustration aussi, c'est par rapport à la famille et à la société, voilà, que j'ai développé aussi. Bon, concernant les autorités aussi, on peut dire on les parle aussi, parce que même si tu ne fais pas,
même si tu fais des efforts dans le but de pallier à un problème, du moment où ça c'est peut-être jugé insuffisant, à raison ou à tort, force est de leur imputer une certaine responsabilité, une partie aussi. Voilà, donc ça je le dis par rapport de façon générale. Voilà, je le dis de façon générale en ce qui concerne même l'Afrique, même en général. Ce problème-là, il y a une responsabilité au niveau des autorités. Bien vrai qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Par exemple, ici, on sait que par rapport au ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration, en collaboration avec des organes comme le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, où j'en passe aussi, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être prises. Par exemple, il n'y a pas longtemps même, j'ai vu que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, ils ont organisé un retour volontaire, par exemple, de certains migrants aussi. Voilà, donc c'est pour dire que je sais qu'ils font des efforts, tout ça, mais c'est peut-être insuffisant, je peux me tromper. Voilà, mais on sait quand même qu'il reste beaucoup à faire. Ça, c'est une réalité. Voilà, mais quand même, comme j'ai dit, les responsabilités sont partagées. Il y a les parents aussi, parce que ce sont les parents, de façon générale aussi, qui financent ces voyages-là. Vous voyez, il y a ces parents-là aussi. Il y a aussi les réseaux des passeurs aussi. Peut-être il y a la lutte aussi qui n'est peut-être pas forcément accentuée, ou bien moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, si c'est accentué, c'est important, mais je pense qu'il est important aussi qu'à ce niveau aussi, des situations plus que drastiques soient prises. Lorsque je parle des passeurs, je parle de ces réseaux-là qui permettent aux gens de passer tout ça. Voilà. Bon, ça, je ne peux pas trop vraiment me prononcer sur ça. Et même en ce qui concerne aussi les autorités aussi, on n'a pas vraiment toutes les informations aussi à niveau. Voilà pourquoi on se réserve beaucoup. Justement, effectivement, comme l'a aussi bien dit mon cher, et déjà, l'État a fourni pas mal d'efforts, mais si ça arrive jusqu'à ce point, ou encore si comment on appelle, jusqu'à présent, la situation persiste, moi je pense que l'État doit se remettre en cause. Alors, mais en revoyant la stratégie développée, voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qui n'a pas marché, alors qu'est-ce qu'il faut aussi modifier pour freiner, voilà, ce départ massif aussi de la jeunesse africaine. Parce que il faut considérer que je pense que c'est une perte aussi pour l'Afrique. Parce que tous ceux qui vont à l'Europe, donc tous ceux qui vont quitter l'Afrique vont servir ailleurs. Donc ils vont, comment on appelle, c'est l'Afrique maintenant qui va perdre, si je me résume, quoi. Donc, parce que le départ maintenant de cette jeunesse-là, alors, va laisser des grands fossés. Alors, qui encore pour combler ça? Donc, moi, je pense que on n'accuse pas l'État, on n'indexe pas, mais voilà, face à une telle situation, je pense qu'il est nécessaire aussi de revoir la politique pour enfin et de mettre un terme, voilà, à ce fléau, voilà, si je me permets. Mais ce que je peux dire aussi pour ajouter à ça, moi quand même je suis optimiste par rapport à tout ce que je sais que l'État prend vraiment des dispositions justement pour ça aussi, voilà. Donc comme je répète, les responsabilités sont vraiment partagées par rapport à ça. Et je reviens un peu sur ce que vous venez de dire tout de suite concernant cette perte que vous dites, parce qu'effectivement, c'est un millier de personnes qui restent dans l'eau. En réalité, ce sont des matières grises qu'on perd. Ce sont des matières grises qu'on perd. C'est de la main d'œuvre qualifiée aussi qu'on perd. Donc, c'est quelque chose vraiment qui fait vraiment mal. Voilà. Très, très mal. En tout cas, merci. Et, Adama, même présentement, il y a encore d'autres jeunes qui se préparent alors pour affronter la Méditerranée. Alors, je vais savoir personnellement, alors, il nous faut maintenant combien de couilles, alors, pour que, voilà, nous commençons vraiment à agir efficacement. Bon, moi, je pense que, bon, et ce n'est caché à tout le monde, il y a déjà des milliers de couilles déjà. Oui. Voilà, bon, pour les cas de couilles, en réalité, en parenthèse, comme je sais qu'il ne veut plus revenir sur les réseaux sociaux parce que, pour certaines raisons, parce que c'est quelque chose qui certainement l'a gêné, surtout que je sais que c'est quelqu'un de digne. Par exemple, j'ai vu que il ne s'est pas vraiment dit favorable à ce qu'une cagnotte soit mise à sa place pour lui. Un, et puis de deux aussi, il a voulu vraiment
fermer cette page sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà pourquoi je me permets aussi, je propose qu'on ne le mentionne plus, quoi. Mais plutôt le problème, par respect pour lui. Mais avant de commencer cette émission, en réalité, il faut comprendre que j'ai dans un premier temps contacté Kouye. Alors, je lui ai même envoyé les questionnaires. Alors, avec Adama, nous allons vraiment parler de ta péripétie. Donc, il m'a donné voilà, son accord. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il est vraiment d'ailleurs content que nous faisons des émissions alors, sur son voyage, sur son départ, mais tout en restant un peu dans le cadre de conseiller la jeunesse, voilà, de ne pas s'aventurer dans un tel projet. En tout cas, ici, nous tenons vraiment à le remercier et à l'encourager. C'est pas évident avec les mots qu'il a reçus sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça décourage, ça démotive. Mais c'est un homme aussi, voilà, il est intelligent, il est intellectuel. Donc c'est un homme aussi de principe. Moi, je suis sûr qu'il est fort, il va garder ses morales et voilà, affronter voilà, tout ce que les frères, les amis, tous ceux qui seront d'ici les réseaux sociaux. En tout cas, moi j'avais bonne chance. En tout cas, oui. Donc pour revenir aussi à votre question, quand vous avez dit que combien de coups faudra-t-il encore pour agir. Bon, comme je l'ai dit, il y a déjà eu des milliers de coups. Voilà, il y a déjà eu des milliers de coups. Et je pense que les actions aussi ont commencé depuis ce moment-là aussi. Même si elles sont peut-être jugées insuffisantes. Mais je pense quand même que ces actions-là aussi ont porté les résultats. Voilà, je n'ai pas les chiffres devant moi aussi pour dire, mais toujours est-il que ça doit continuer, les efforts doivent continuer dans ce sens-là et à beaucoup de niveaux, notamment au niveau de la sensibilisation des jeunes, etc. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je pense personnellement. Oui. Je pense que les efforts doivent être accentués davantage de part et d'autre. C'est tout. Merci de nous retrouver sur Yélévision. L'émission, c'est Vendredi Savant, tous les vendredis. Nous recevons un invité, un intellectuel, un élite pour échanger sur les actualités du pays, de la sous-région et pourquoi pas le monde entier. C'est dans ce cadre-là, nous avons avec nous un ami, alors un intellectuel, un homme aussi des réseaux. Voilà. Donc, suite à la publication faite par Kouye, lui aussi, il a donné son impression. C'est dans ce cadre-là que nous l'avons invité sur le plateau de Vendredi Savant. Alors, pour conseiller la jeunesse à ne pas s'engager dans un tel projet. Alors, merci encore une fois de plus vraiment d'accepter notre invitation. Donc, comme nous l'avons toujours dit, aujourd'hui, on continue maintenant à nous vendre l'Europe comme un Eldorado. Selon vous, l'Europe est-elle un Eldorado? Bon, moi, je peux dire que l'Europe n'est pas un Eldorado reviendrait vraiment à nier les différentes réalisations des acteurs de la diaspora au Mali. Oui. Voilà, donc, parce que c'est de là-bas, ils ont accumulé de la richesse, on peut dire comme ça, oui, pour venir investir au pays. Voilà, investir dans des projets qui permettent aussi aux gens d'avoir de l'emploi, d'être casés, etc. Voilà, donc pour certains, quand tu leur demandes, ils vont te dire oui, c'est un Eldorado, et je suis d'accord. Pour d'autres aussi, d'autres vous répondront par la négative, d'autres pour qui cela n'a pas marché, et qui peut-être sont revenus en guillemets zéro pour venir reprendre les choses aussi ici. Voilà pourquoi je me dis que cette question, sa réponse, c'est oui et non. Voilà, donc mais ce qu'il faut. Nous avons vu des exemples, voilà, dans les deux cas. Par exemple, certains sont partis en Europe, sont revenus vraiment aisés, riches, et d'autres aussi sont là-bas il y a depuis des années, voilà, ne peuvent même plus revenir parce que de certains n'ont pas le moyen, ils auront maintenant de revenir parce qu'ils n'ont pas eu, voilà, autant d'argent en Europe. Donc, ils n'ont pas en tête que voilà, on peut revenir ici en Afrique ou encore au Mali et recommencer sa vie et devenir, voilà, ce que nous souhaitons dans la vie. Donc, voilà. Donc effectivement, donc il y a ce côté-là qui n'est pas vraiment à négliger. Mais la question que j'aurais aimé que vous me posiez, c'est quoi? Est-ce que elle continue d'être un Eldorado? Moi, je dirais que
ce caractère, quand on parle d'Eldorado, on parle de paradis. Voilà, donc je dirais que ce caractère paradisiaque de l'Eldorado là est en voie de disparition, de diminuer, voire de s'éteindre sur le long terme. Pour les Africains, je dirais, parce qu'aujourd'hui, justement, dans le cadre même de la lutte même contre la migration irrégulière, les mesures sont de plus en plus en train d'être durcies par les pays européens. Vous voyez, comme des cas de rapatriement, etc. Même pour avoir les papiers, tout ça, c'est des choses pour qui est informé, ça devient de plus en plus difficile. C'est pas comme avant. C'est pas comme il y a 10 années en arrière ou 20 ans en arrière ou un peu plus anciennement. C'est beaucoup plus difficile maintenant. Voilà. Et nul n'ignore actuellement ce qui se passe aux États-Unis, ce que subissent les gens, les Africains qui sont en situation irrégulière. Récemment, même, il y a des Maliens qui ont été rapatriés, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si c'est ça pour les États-Unis, qu'est-ce qui nous met à l'abri aussi de subir quelque chose comme ça par rapport à l'Europe? Voilà. Donc, il y a ça, il y a ce côté, il y a aussi un côté aussi qui est très important qu'il ne faut pas oublier, c'est quoi? C'est l'évolution de l'intelligence artificielle. L'évolution de l'intelligence artificielle, en réalité, ça, comme les gens le disent, ça risque de mettre fin à de nombreux emplois. Alors que oui, parce que, alors que beaucoup de nos frères qui vont en Europe pour se chercher, ils font des travaux de main-d'œuvre, mais pas que, même dans les cas de la comptabilité, dans d'autres domaines, l'intelligence artificielle est en train d'évoluer et vraiment, à l'allure où elle est en train d'évoluer, les gens doivent réfléchir, se poser des questions. Donc, dans les on peut se dire que l'intelligence pourrait même remplacer. Je prends un exemple, très, très élémentaire. Parce que tu regardes, rien qu'en infographie, aujourd'hui, en montage vidéo, les gens peuvent faire des montages, peuvent se former en infographie sur certains logiciels, tout ça, le problème d'exploitation, etc. La mesquinerie qui va avec. Mais aujourd'hui, avec un simple téléphone, avec un outil d'intelligence artificielle, ça peut faire même un travail même en 10 minutes qu'un travail de 1 heure qu'on pourrait faire sur la machine. Ça, c'est tout un exemple. Alors que dans les domaines comme la comptabilité, la finance, etc., l'informatique, tout ça, l'intelligence artificielle est en train de s'imposer un peu dans beaucoup de domaines. Voilà pourquoi c'est sur tout ça que je me base pour dire que le caractère paradisiaque de l'Europe, ça tend vers vraiment ça tend vraiment à s'éteindre sur le long terme. Oui, voilà, donc c'est pour répondre à ta question, c'est par rapport à ça. Voilà. Alors, comme nous avons très bien compris, alors déjà, nous avons, on va dire, comment on appelle, effleuré un peu le problème. On ne peut pas, alors, discuter le problème comment on appelle, on ne peut pas discuter tout ce problème-là en détail. Donc, mais si on arrive à donner quand même l'essentiel, moi je pense que voilà, c'est aussi important. Maintenant, nous voulons savoir, après tout cela, alors, voyez-vous une solution voilà, à cette immigration clandestine? Bon, moi, je vois certaines solutions. Bon, je pense que parmi ceux qui nous suivent aussi, certains aussi ont des solutions aussi tout aussi pertinentes. Mais ce que moi, je vois tout de suite là, bon, après réflexion, je pense que déjà, au niveau des autorités, en collaboration avec des organismes qui évoluent justement dans ce domaine-là de la migration, c'est de voir surtout la possibilité de comment faciliter les conditions d'accès au visa aux jeunes. Parce que si les conditions d'accès sont facilitées, ça fera que ils seront plus poussés à voyager de façon vraiment régulière, de façon licite. Et quand c'est comme ça va forcément réduire le nombre de victimes. Voilà, le nombre d'adhérents justement à ce système irrégulier-là. Donc, il y a ce côté aussi, mais il y a aussi, comme j'ai dit, l'information et la sensibilisation des jeunes sur les dangers de la migration irrégulière. Je suis persuadé que si les gens sont formés et sensibilisés comme il faut par rapport à ça, cela contribuerait vraiment à dissuader beaucoup. Oui. Et de commencer à chercher des solutions qui s'offrent à eux au plan national. Oui. Voilà. Donc moi je pense aussi qu'on doit il faut que les jeunes aussi soient beaucoup plus résilients
soient résilients et qu'ils soient vraiment patients aussi. Voilà, parce que ce soit en Europe ou ici, on est habitué, l'homme a été créé pour une vie de lutte. Ouais. Voilà, donc il faut que les gens soient résilients, patients, combatifs et essaient de voir au moins le potentiel qu'ils ont, d'identifier le potentiel qu'ils ont, leur permettant vraiment de devenir quelque chose. Voilà, ils peuvent tenter d'aller en Europe, tout ça c'est normal, mais il faut vraiment qu'ils soient résilients et puis essayer de voir les moyens légaux, licites, pour pouvoir voyager normalement. Et si ce n'est pas le cas, essayer de voir comment est-ce que se fait une place ici. Parce que la réalité, il y a beaucoup à réaliser ici. Il y a beaucoup de travail à faire aussi ici. Voilà. Donc, il faut aussi qu'ils soient informés, sensibilisés aussi sur l'importance de valoriser les nombreux secteurs d'activité qui sont au Mali. Des secteurs d'activité qui sont vraiment très prometteurs. Très prometteurs pour la jeunesse, quoi. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu regardes, par exemple, l'agriculture est mal perçue par la jeunesse. Alors que l'agriculture, là, les jeunes peuvent devenir multimillionnaires. Bien que, vous voyez un peu. Donc, mais même ce côté-là aussi, quand tu vas demander certains jeunes, ils vont te dire que même l'agriculture aujourd'hui n'est plus une affaire des pauvres. Parce que pour bien cultiver, je pense que voilà, il faut avoir des grosses machines. Voilà, il faut aussi avoir maintenant des terres en hectares, alors pour pouvoir faire profit. Donc, ça, c'est comme tu l'as bien dit, ça, c'est parce que ce secteur-là est mal appréhendé et mal aperçu. Et justement, vous m'avez pas laissé finir. C'est pour dire que cette responsabilité-là, comme j'ai dit, la responsabilité est partagée. Et ça, c'est quelque chose qui incombe aussi aux autorités. Voilà. Donc, j'en venais. Je suis en train de parler il faut qu'ils comprennent vraiment la richesse de certains secteurs ici. Voilà, je parle de l'agriculture. L'agriculture, c'est un certain secteur qui est rentable, très rentable même, mais par exemple, quand tu regardes, par exemple, la culture de la papaye, c'est une véritable mine d'or. Pour qui sait? La culture des melons aussi, pareil, etc. Il y a aussi le secteur de l'élevage qui est important aussi. Et vous savez, quand vous regardez aujourd'hui, il suffit de regarder un peu dans la sous-région. Dans la sous-région, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues multimillionnaires justement en se concentrant à ces activités-là. Vous voyez? Donc, quand je parle aussi d'être informé aussi, c'est par rapport, il faut que les jeunes aussi soient conscients aussi des ressources que Dieu a mis à la disposition même du Mali. Là, je parle par exemple des ressources minières, tout ça. C'est-à-dire que quand les gens vont se jeter dans la Méditerranée, ce sont des bras valides qu'on perd. C'est de la main d'œuvre qualifiée qu'on perd. Vous voyez, souvent même ceux qu'ils donnent, ceux qu'ils amassent comme agents pour pouvoir investir dans ce voyage-là, souvent ça peut les permettre même de nourrir un projet. Vous voyez un peu. De s'installer ici. Oui. Si. Donc il y a la formation qu'il faut et moi je mets beaucoup l'accent sur ça parce que aujourd'hui, lorsque tu regardes le secteur minier par exemple. Le secteur minier, on a parlé de la mine de lithium qui a été inaugurée il y a quelque temps au niveau de Koulami. Mais est-ce que les gens savent vraiment ce que l'importance du lithium? Les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que si la main d'œuvre, si les jeunes au Mali ici s'en vont, pas fini. Toutes ces activités dont je parle là, c'est pas les vieux qui vont faire marcher ça, mais c'est la jeunesse. Aujourd'hui, quand tu regardes le cas du lithium, par exemple, Dieu a fait un très très grand cadeau au Mali, mais il ne sert à rien d'avoir du lithium si on ne sait pas, on sait comment l'exploiter, le traiter, le commercialiser, etc. Vous voyez un peu. Et il faut que l'État, je pense, à mon avis, encourage les jeunes justement vers la connaissance scientifique de l'exploitation en vue d'exploiter justement toutes ces ressources-là. Et c'est quand tout le monde va s'y mettre que vraiment on aura vraiment un pays vraiment indépendant, émergent. Et vous voyez, est-ce que vous voyez, les Blancs savent même plus que nous. Les gens, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu dans les actualités, il y a un homme politique, un diplomate français qui appelait les pays de l'Union européenne à s'unir pour combattre
Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. L'AIS. Le ministre des Affaires, les ministres des Affaires. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il a mis en avant comme raison? Il a montré que sinon, l'immigration va changer de camp. Et si l'immigration va changer de camp, pourquoi? Parce que ça va trouver que les jeunes sont assez conscients pour prendre vraiment leur avenir en main, en justement se formant, essayant d'acquérir les connaissances scientifiques qu'il faut pour permettre d'exploiter toutes ces ressources-là. Et par fini, ce sont ces pays-là, c'est l'Afrique qui deviendra un Eldorado. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. Donc, ils sont conscients des ressources que nous avons. Et c'est des choses qui peuvent se faire. Mais ça ne passe pas par une prise de conscience des jeunes. Sans la prise de conscience des jeunes. Ouais, des jeunes. Parce que c'est eux qui sont l'avenir de demain. Donc, si eux, ils doivent partir pour laisser ça, ce sont les Chinois qui vont venir. Ce sont les Français, les étrangers qui vont venir essayer d'exploiter ça. Vous voyez un peu. Donc, il y a un peu tout ça. C'est juste pour ça qu'on doit vraiment être concentré, à mon humble avis. Oui. Voilà. Parce que je pense, et comme on a si bien dit, dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous êtes déjà, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneuriat. À chaque fois, on nous cache les yeux en disant que voilà, le marché africain est vraiment vide. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire en réalité. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a le système aussi qui consigne, voilà, cette jeunesse-là. Donc, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire aussi de revoir le système, alors de montrer un autre système à la jeunesse qui peut maintenir, voilà, cette jeunesse-là ici, en Afrique. Déjà, les ressources, nous en avons. Est-ce que les ressources seules suffisent s'il n'y a pas de bras valides, s'il n'y a pas vraiment l'intelligence derrière maintenant cette ressource-là, enfin, vraiment de l'exploiter au profit de l'Afrique, aussi au profit des Africains? Oui, voilà, justement, moi je pense que c'est justement cette responsabilité incombe à nos autorités. C'est là, j'allais en venir là. Ouais, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'il ne suffit pas de la volonté des jeunes seulement, parce qu'il y a tout ça, comme j'ai dit, chacun doit jouer sa partition. Voilà, donc c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est vraiment incombe aux jeunes, aux autorités. Parce que c'est quelque chose qui est très important, même si c'est assez vaste aussi, voilà, donc c'est une réalité. Justement. Enfin, nous acheminons vers la fin, voilà, de cette émission. Alors, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, bon, d'abord, je te remercie, Aïdara, de m'avoir donné justement l'occasion aussi de m'exprimer par rapport à l'affaire. Voilà, et je ne peux pas terminer sans formuler des invocations à l'endroit de notre frère, justement, pour qui nous nous retrouvons ici, à cette occasion. Et j'espère que vraiment, il est dans les meilleures conditions et que vraiment, que Dieu l'aide. Et je le félicite pour quelque chose également, c'est d'avoir eu la présence d'esprit, d'attirer l'attention des jeunes sur le caractère vraiment risqué de la migration irrégulière. Parce qu'il a eu à faire un témoignage qui est important, qu'après lui, il y a une vingtaine de jeunes qui sont partis, sont tous restés. Voilà, donc vraiment, je les félicite aussi par rapport à ça. Maintenant, ce que moi j'aimerais ajouter aussi, c'est pas par rapport à lui seulement, mais à tous ceux qui sont personnalités publiques. Parce que lorsque une personnalité publique doit savoir que elle influence, d'où le terme influenceur. Voilà. Donc, parce que dans ce que tu vas dire, même si tu n'as pas envie souvent, ce que tu vas dire peut être mal interprété. Oui, c'est vrai. Voilà pourquoi il faut vraiment faire attention. C'est vrai que lui, il l'a dit. Il a expliqué tout ce qu'il a poussé à avoir cette réaction. C'est normal. Mais comme j'ai dit, il est suivi et c'est des choses qui sont, même si après, les gens ont vu que tu as fait, les gens ont vu que tu es arrivé sain et sauf. Et souvent, ça marque plus que ce que tu auras dit. Pourquoi je le dis? Parce que lui-même, il pourra témoigner lorsqu'il est sorti, lorsqu'il est arrivé là-bas, lorsqu'il est sorti pour faire ce pourquoi je l'ai félicité. Lorsque vous regardez les commentaires, il y a des autres qui disent que non, tu es désormais une référence pour nous. Tu es arrivé, nous aussi, on va faire la même chose. Il y en a qui lui ont dit que donne-nous ton tuyau par lequel tu es passé. Vous voyez, c'est pour dire que c'est pas quelque chose que lui, il a voulu. Mais c'est une conséquence de la publication.
C'est ce que je veux dire, quoi. Je sais pour dire que, en tant que personnalité publique, je le dis, ça s'adresse également à moi, tout comme à tous ceux qui sont personnalités publiques, qui sont suivis. Il faut vraiment faire attention. C'est-à-dire que, il y a ce que tu fais, souvent ce que tu fais sensibilise plus que ce que tu dis. Voilà, parce que lorsque j'ai vu les différents commentaires, il y a beaucoup qui ont dit non, tu es devenu une référence pour vous. Il y en a qui ont dit même que on va partir aussi comme toi et puis on va laisser des messages aussi pour que nos familles, nos enfants, au cas où on meurt, voient qu'on n'a pas baissé les bras. Et ça, c'est vraiment déplorable aussi, quoi. Voilà. C'est juste un conseil aux uns et aux autres. Voilà. Que je n'adresse pas, aux frères Diakité du tout. Mais il faut que ça serve de leçon. Mais une toute dernière chose que je veux dire aussi, c'est que je déplore, c'est justement le manque de solidarité entre les musulmans, le manque de communication et de solidarité. Les gens en ont parlé vraiment. Voilà. Pour quelqu'un comme lui qui est connu et qui est vraiment apprécié par rapport au travail qu'il fait, normalement c'est quelque chose. Si la communauté était vraiment solide, ça n'allait même pas arriver sur les réseaux sociaux. Les gens de son entourage allaient l'aider. Il a parlé de quoi? Il a parlé de proposer à ce que ces deux filles soient inscrites dans un centre de mobilisation. Il a essuyé un refus par rapport à ça. Vous voyez, il a cherché du travail à gauche et à droite, il n'a pas eu. Vous voyez, il a aussi des crédits qui ne sont pas payés. Voilà, par exemple, normalement, c'est quelque chose qui est vraiment déplorable. Mais c'est également, je suis un profane en matière de religion, mais je vois de là aussi une des conséquences du non-acquittement de la zakat, le monde légal. Parce que le non-acquittement de la zakat fait que engendre justement ce cas de problème. Parce que la zakat, c'est quoi? Les gens pensent que la zakat, c'est le fait de faire au monde. Par exemple, lorsque tu vois des gens qui sont assez aisés faire une zakat là, qu'est-ce qu'on remarque depuis souvent? Le jour qu'il doit faire la zakat là, il fait réunir toute une foule devant sa porte. Et après, il partage des billets. Mais ça, c'est de l'aumône simple. Alors que le but de la zakat, c'est quoi? C'est de faire sortir quelqu'un de la pauvreté, à qui on sait que vraiment, si on lui donne de l'argent, il pourra faire quelque chose pour pouvoir se tenir en charge et être assez autonome pour pouvoir aider les autres. Voilà. Donc, quand tu vois le cas de notre frère, c'est le cas de quelqu'un qui mérite vraiment qu'on l'aide même pour ça. Et vraiment, j'attire l'attention vraiment des leaders de jeu par rapport à ça. Parce que ce délaissement-là, c'est occulté par des conflits tendance à n'en point finir, quoi. Vraiment, il faut qu'on vise l'essentiel, quoi, pour avancer. Et voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Et je te remercie beaucoup. Et je dis aussi, je demande des excuses s'il y a eu à offenser les uns ou les autres aussi. Voilà. Alors, les excuses sont accordées. Vraiment, merci en tout cas. Et voilà, vous avez accepté notre invitation. Donc, on peut dire, voilà, le plaisir est vraiment partagé. Nous sommes très heureux alors, de vous recevoir sur notre plateau. Alors, et nous vous remercions en tout cas pour ça. Et nous remercions l'ensemble aussi de nos abonnés. Donc, déjà, le sujet, c'était alors la traversée ou, comme on appelle, sombrer dans le désert. Alors, de notre frère Pouye. Dieu merci, il est très bien arrivé en Espagne. Nous remercions le bon Dieu. Alors, maintenant, pour ce sujet, on a un invité. L'invité, c'est Adam Ndiaye. Donc, à partir maintenant de ses connaissances, voilà, il a su déchiffrer, il a su nous donner des explications par rapport à toutes nos questions. Pour cela, encore, nous les remercions beaucoup. Alors, nous remercions infiniment aussi nos abonnés. Nous continuons. Alors, nous souhaitons aussi voir vos réactions sur cette publication. Enfin, aussi, davantage informer et sensibiliser nos jeunes, voilà, qui veulent vraiment se lancer dans un tel projet d'immigration illégale. Merci à tous nos auditeurs. Merci une fois de plus et à la semaine prochaine.